Le temps de réaction. Une perception est ressentie comme immédiate. En réalité, le temps stimulus-réponse dure quelques dixièmes de seconde. C'est le temps de réaction. Il est proportionnel à la complexité des traitements. Dans un laboratoire où un individu doit appuyer sur un bouton lorsqu'une lampe s'allume, ce temps de latence est d'environ une demi-seconde. En revanche, conduire est une activité beaucoup plus complexe. Un conducteur surpris par un événement ne modifie pas immédiatement sa conduite. Il le fait toujours avec un temps de retard. Ainsi, lorsqu'une voiture freine devant moi, mon œil perçoit la lumière du feu stop et le nerf optique transmet l'information au cerveau. Le cerveau analyse cette information et en fonction de mon expérience, de mes choix et de l'urgence, décide d'agir. Ainsi, si mon choix est de freiner, mon cerveau donnera l'ordre de freiner au nerf moteur. Mon pied droit lâchera l'accélérateur pour freiner. Cette action aura pris environ une seconde. Le temps de réaction étant incompressible, toute distraction, consommation de produits psychoactifs ou état de fatigue vont considérablement le rallonger. Il peut aussi s'allonger en fonction de la complexité de la tâche. Plus le cerveau a d'éléments à traiter, plus ses choix sont complexes, plus le temps de latence augmente. Ainsi, pendant un temps de réaction d'une seconde, un véhicule va parcourir, à 50 km/h, une distance de 14 mètres. À 90 km/h, une distance de 25 mètres. À 130 km/h, une distance de 36 mètres. La réglementation routière nous oblige donc à conserver une distance de sécurité entre deux véhicules afin de limiter les conséquences dues à notre temps de réaction en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt. La ceinture de sécurité. Pour comprendre le rôle de la ceinture de sécurité, il faut se rappeler que les occupants d'un véhicule sont en mouvement et avancent à la même vitesse que le véhicule. Ils sont donc dotés de la même énergie cinétique. Contrairement à un freinage où la dissipation de l'énergie cinétique s'effectue progressivement, le choc est un arrêt brutal. L'énergie cinétique développée à ce moment est considérable pour le véhicule et ses occupants. Ainsi, lors d'un choc à 50 km/h, un conducteur subit une décélération de 20 G, l'équivalent de 20 fois son poids, ou d'1,5 tonne lâché d'une hauteur d'1 mètre. C'est là le rôle premier de la ceinture, empêcher la projection et retenir les occupants. Son second rôle est la répartition de l'énergie cinétique. À l'image des raquettes qui évitent de s'enfoncer en répartissant notre poids sur la neige, une ceinture, qui mesure 5 cm de large pour une longueur de 100 cm environ, divise par 500 la force d'impact. Le port de la ceinture permet de diviser par 2 le nombre de tués sur la route et de réduire de 35 à 40% le nombre de blessés graves. Une personne tuée sur 4 ne portait pas sa ceinture de sécurité et seulement 10% des victimes d'accidents corporels ne la portaient pas. Tout conducteur ne portant pas sa ceinture de sécurité s'expose à une amende de 135 € et au retrait de 3 points sur son permis. De plus, le conducteur doit s'assurer que les passagers de moins de 18 ans sont maintenus par une ceinture de sécurité et que les enfants de moins de 10 ans sont retenus par un système homologué et adapté à son poids et sa morphologie. Dans le cas contraire, le conducteur s'expose à une amende de 135 € par passager non attaché. Le téléphone au volant. Conduire est une activité à part entière, et tout ce qui peut perturber l'attention du conducteur augmente le risque d'accident.
Le portable est l'activité qui fait prendre le plus de risques. Pourtant, un automobiliste sur 2 n'hésite pas à décrocher son téléphone, quelle que soit la circulation. Les études menées par l'Institut national de recherche sur les transports et la sécurité, INRETS, mettent en évidence l'influence néfaste du téléphone au volant. Près de la moitié des conducteurs décrochent dans les 2 secondes suivant la première sonnerie, alors que 42% des accidents surviennent à ce moment précis. Le téléphone modifie le comportement du conducteur. Son temps de réaction augmente, sa vigilance diminue, son regard devient fixe, il a tendance à ralentir très rapidement, à chevaucher les lignes médianes et à moins respecter les feux et les passages piétons. Le kit main libre, qui permet de parler au téléphone tout en gardant les 2 mains sur le volant, reste dangereux car l'attention est tout de même détournée par la conversation. Le risque d'accident est multiplié en moyenne par 4, voire par 6, durant les 5 premières minutes de conversation. Le téléphone au volant est passible d'une amende de 35 €, de 22 € si elle est payée dans les 3 jours, et d'un retrait de 2 points sur le permis. En cas d'accident grave, même avec un kit main libre, votre responsabilité peut être engagée. En mai 2011, le gouvernement a annoncé un alourdissement des sanctions. Une amende de 135 € sera désormais appliquée, ainsi qu'un retrait de 3 points de permis contre 2 actuellement. Protéger, alerter, secourir. Le PAS. Que faire en cas d'accident de la route? La première chose lorsqu'on arrive sur les lieux d'un accident est de vérifier si les secours sont déjà présents. Si oui, il vous faut circuler sans gêner. Dans le cas contraire, vous devez absolument vous arrêter et porter assistance. Article 223-6 du Code pénal. Mais avant de prendre toute initiative, il faut vous protéger vous-même ainsi que là où les victimes et absolument éviter le suraccident. P comme protéger. Afin d'éviter d'être percuté ou de gêner l'arrivée des secours, garez-vous à environ 150 mètres après l'accident. Mettez vos feux de détresse et enfilez votre gilet de sécurité qui doit toujours rester à portée. Faites descendre tous les passagers de votre véhicule et mettez-les à l'abri derrière les barrières de sécurité. Coupez ensuite le contact des voitures accidentées et mettez en marche les feux de détresse si possible. Faites descendre les personnes valides ou blessées légèrement des véhicules accidentés et mettez-les en sécurité comme vous l'avez fait pour vos passagers. Balisez ensuite les lieux de l'accident avec les triangles de présignalisation placés à 30 mètres minimum et visibles à 100 mètres. De nuit, éclairez le lieu à l'aide d'un véhicule stationné sur l'accotement et placé si possible dans le sens de la circulation, mais sur l'accotement. Évitez autant que possible de modifier les lieux de l'accident. A comme alerter. Après observation de la situation, alertez le plus rapidement possible les secours. Chaque minute compte. Utilisez en priorité les bornes d'appel de secours, disposées notamment tous les 2 km sur les autoroutes de France. Ne traversez jamais l'autoroute pour atteindre la borne d'en face. Sinon, utilisez votre portable et composez le 15 pour le SAMU, le 18 pour les pompiers, le 17 pour la gendarmerie ou le 112 si vous êtes à l'étranger en zone Europe. Donnez des renseignements complets au secours et ne raccrochez pas tant qu'on ne vous y autorise pas explicitement. Le numéro où on peut vous joindre, la raison de l'appel, l'emplacement exact de l'accident, référez-vous aux bornes, le type et le nombre de véhicules accidentés, le nombre de victimes et l'état apparent de leurs blessures, ce qui a été fait, les risques particuliers, produits chimiques par exemple. S comme secourir. En attendant l'arrivée des secours, il vous faut assister le blessé sans aggraver son état, sachant que vous n'êtes pas médecin. Parlez au blessé pour le rassurer et le tenir éveillé. Couvrez-le, un blessé a toujours froid. Si le blessé ne respire plus ou très mal, desserrez ses vêtements et dégagez sa bouche d'éventuelles terres ou caillots de sang.
Si le blessé saigne abondamment, limitez l'hémorragie en comprimant la plaie avec votre poing ou un linge. Ne placez un garrot qu'en cas d'extrême nécessité et n'oubliez pas de noter l'heure à laquelle vous l'avez posé. Ce qu'il ne faut surtout pas faire. Donner à boire à un blessé. Transporter un blessé grave dans sa voiture. Retirer le casque d'un motocycliste blessé. Laisser un blessé exposé aux intempéries. Déplacer un blessé ou tenter de le sortir d'une voiture, sauf pour le protéger d'un risque imminent. L'accidentologie, l'étude des accidents. La Croix-Rouge recensait dans le monde, pour la seule année 2000, 1,2 million de décès et 20 millions de blessés attribuables aux accidents de la route. Depuis l'apparition de l'automobile, ce triste bilan supplante même le nombre de victimes des 2 guerres mondiales réunies. Toutefois, le ministère des Transports a annoncé que pour la première fois depuis au moins 50 ans, le nombre de tués sur la route est passé en dessous du seuil de 4000 en 2010. Les accidents de la circulation génèrent en moyenne 11 décès et 217 blessés par jour, principalement en agglomération, 66% des accidents. Les jeunes de 15 à 24 ans constituent la catégorie la plus exposée et représentent 26% des tués et environ un tiers des blessés. L'accident de la route est la première cause de mortalité chez les moins de 25 ans. Cette surmortalité chez les jeunes s'explique par le manque d'expérience en conduite, mais surtout par le manque de maturité qui entraîne des comportements à risque. Dans cette tranche d'âge, près de 4 accidents mortels sur 10 impliquent l'alcool et 3 fois sur 4, le jeune conducteur était de sexe masculin. Les jeunes filles tuées ou blessées ne sont souvent que passagères. Week-end, sorties de soirée, race campagne, alcool et cannabis sont les facteurs typiques des accidents mortels impliquant des jeunes. Accéder à la conduite automobile, c'est aussi prendre conscience que conduire est un acte social qui engage individuellement et collectivement. L'éco-conduite. Le transport routier est reconnu responsable d'une part importante de la pollution. Prévention des risques routiers et préservation de l'environnement se rejoignent donc autour de la conduite automobile. En effet, on constate jusqu'à 40% de différence selon les manières de conduire en termes de consommation et d'émissions polluantes. L'éco-conduite est donc aujourd'hui un axe majeur du développement durable. Voici les 5 règles de base pour une conduite éco-responsable. Effectuez ces changements de rapport à bas régime moteur, c'est-à-dire à environ 2500 tours minute pour une voiture essence ou GPL et environ 2000 tours minute pour un modèle diesel. L'accélération doit par contre être franche. Maintenir une vitesse stable. Une conduite à vitesse stable permet d'éviter le gâchis d'énergie provoqué à chaque accélération et chaque freinage et d'optimiser le temps de trajet. Anticiper le trafic et adopter une conduite zen. Regarder loin devant soi permet d'anticiper les accélérations et les ralentissements de la circulation et de prévenir les arrêts inutiles. Maintenir un régime moteur le plus bas possible. Une conduite à bas régime, 1200-1500 tours minute, permet d'économiser de 5% à 10% de carburant, parfois même 20%. Entretenir correctement son véhicule. Une pression trop basse des pneumatiques augmente la résistance au roulement et la consommation de carburant. De même, un filtre à air encrassé entraîne une surconsommation de carburant. Vérifiez donc régulièrement l'état de votre véhicule. À ces règles de base s'ajoutent quelques principes de bon sens, tels que la limitation de l'utilisation de la climatisation ou des ventilateurs, ou la gestion du poids transporté, telle une barre de toit ou un accroche-vélo. Selon les conclusions du Grenelle de l'environnement, un éco-conducteur peut économiser jusqu'à 500 € pour 20 000 km.
De plus, depuis mai 2010, le nouveau permis prône l'éco-conduite et accorde un point de bonus supplémentaire pour une conduite éco-responsable.